Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du Grand Dialogue de ce mardi, une affaire, celle dite des bérets rouges. Elle doit son nom à la disparition d'éléments de l'unité des parachutistes suite à la tentative de contre-coup d'État de ces derniers. C'était le 30 avril 2012. Cela fait 2 ans maintenant que le chef des putschistes Amadou Aya Sanogo et plusieurs autres bérets verts ont été arrêtés. De 2012 à ce jour, l'affaire a fait couler beaucoup d'encre. Pour certains, les dossiers a trop traîné, pour d'autres l'affaire pourrait ne pas aboutir. Alors cet avocat assurant la défense d'Amadou Aya Sanogo vient d'adresser une lettre au président de la République. Elle date précisément du 16 novembre 2015. Alors comment évolue l'affaire des bérets rouges? Où en est-on avec l'instruction? À quand finalement le dénouement de cette affaire? Les Maliens s'interrogent sur l'évolution de ce dossier qui n'a apparemment rien de simple. Pour essayer d'y comprendre quelque chose, nous avons invité dans ce studio 3 personnes. Siaka Keïta, il est de l'association des parents et époux des militaires bérets rouges assassinés. Monsieur Keïta, bonsoir. Bonsoir. Makan Konaté, il est le président du collectif des patriotes. Makan Konaté, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Maître Mahaman Aboudje Jiteye, il est avocat en droit privé. Maître, bonsoir. Bonsoir. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Studio Tamani. Auditrices, auditeurs, bienvenue. L'affaire a fait la une des journaux pendant des mois et des mois. Elle était régulièrement à l'ordre du jour dans les lieux de causerie à Bamako comme à l'intérieur du pays. L'affaire n'est autre que l'arrestation du chef de l'ex-junte Amadou Aya Sanogo et de plusieurs de ses compagnons. Le dossier ne semble plus susciter beaucoup d'enthousiasme pour les uns et les autres. Le dossier traîne, dit-on. Qu'en pensez-vous? Je pose d'abord la question à Maître Maman Aboudje Jiteye, qui est avocat en droit privé. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Je vous remercie tout d'abord de cette invitation à la radio Tamani pour pouvoir échanger par rapport à cette situation qui peut être pour certains longue et qui peut être pour certains aussi une manière de cacher peut-être la vérité. Mais dorénavant, d'entrée de jeu, je voudrais préciser que je ne suis ni avocat de l'une des parties, ni avocat de l'autre. Simplement, en tant que juriste, en tant qu'avocat, je veux juste édifier un peu la population par rapport à ce que peut être un dossier judiciaire et notamment un dossier criminel. L'affaire dite des bérets rouges, c'est peut-être un terme qu'utilisent les journalistes. Mais nous, en tant que juristes, nous avons un dossier d'assises, un dossier criminel qui remonte à 2013. Ce sont des faits qui se sont passés à Bamako, peut-être à Kati, on ne sait pas. Mais tout ce qu'il y a, c'est que c'est un dossier criminel qui a été transmis aux autorités judiciaires. Et un juge d'instruction, c'est ce qu'on appelle chez nous un magistrat d'instruction, a été saisi d'un dossier et il a fait une instruction. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons devant une cour d'assises pour certains accusés. Mais ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que les principaux accusés sont en détention provisoire. La détention provisoire, c'est quoi? C'est les dispositions de notre code pénal qui la prévoient, notamment les dispositions de notre code de procédure pénale qui les prévoient. C'est quand quelqu'un est accusé de faits assez graves et que le magistrat instructeur estime que les faits sont d'une gravité et qui nécessitent la maintenance de cette personne en détention, on parle de détention provisoire. Et cette détention provisoire, elle peut durer jusqu'à 3 ans. Il y a un mandat de dépôt qui est fait par le magistrat instructeur et ce mandat de dépôt doit être renouvelé dans un délai d'1 an. Et c'est ce qui fait l'objet de beaucoup de débats et qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est par rapport au renouvellement de ce mandat de dépôt. Nous ne sommes pas au parfum du dossier, mais nous savons quand même que M. Amadou Sanogo, qui était général au moment des faits, a été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction. Et ça date il paraît, du 24 novembre 2013. Du 24 novembre 2013 au 24 novembre 2014, le mandat doit être renouvelé. Et c'est comme ça que
à chaque fois que le renouvellement arrive, le magistrat instructeur doit renouveler son mandat de dépôt. Je vous dis tout cela sur le fait du subjonctif, c'est pour cela parce qu'on n'a pas, nous, en tant qu'avocats qui ne sont pas constitués dans le dossier, nous ne sommes pas à même de vous dire si effectivement tel mandat a été renouvelé dans tel délai ou bien n'a pas été délai. Mais tout ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a des délais légaux qui sont là et la loi oblige le magistrat instructeur à respecter ces délais. À ce sujet, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, il n'y a pas apparemment, d'inquiétude. oui. Pourquoi? Parce que les dispositions, notamment les dispositions du Code de procédure pénale, notamment l'article 135, si ma mémoire est bonne, dispose, monsieur le journaliste, c'est que le mandat de dépôt peut être renouvelé une fois, 2 fois, mais le deuxième renouvellement ne doit pas excéder 3 ans. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, vous êtes dans les délais légaux parce que je pense que ça ne vaut pas 3 ans quand même qu'il est sous mandat de dépôt. Mais tout cela, c'est à la lumière du dossier qu'on peut avoir toutes ces informations. Siaka Keïta, vous êtes membre de l'association des parents et épouses des militaires bérets rouges assassinés. Alors, c'est très clair que vous suivez de très près l'évolution de ce dossier. Quels sont vos sentiments à présent? Bonsoir. Pratiquement, je ne peux rien dire. Pratiquement, je ne peux rien dire ce qui concerne le dossier. Parce que nous, les parents, depuis que les dossiers ont quitté chez le juge d'instruction, on n'a pas d'informations là-dessus. On n'a pas d'informations. Donc, on ne vous informe de rien? Vous ne savez pas à quel niveau, niveau l'affaire est? Oui, mais par quel canal? Et par quel canal, alors, M. Keïta? Oui. Depuis que le dossier a quitté chez, comment on appelle là, le juge d'instruction Yaya, on n'a pas d'informations. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai lu sur les journaux. En dehors de ça, on n'a pas d'informations. Mais vous ne pensez pas que la procédure a quand même évolué? Il y a eu des enquêtes, il y a eu des tests d'ADN, on a identifié certaines victimes, non? Si. C'était là un pas déjà. Exactement. Il y a eu les tests ADN. Il y a des résultats qui sont apparus. Il y en a qui n'ont pas apparu. Bon, je ne sais pas au nombre de combien, mais en dehors de ça, je ne peux rien vous dire. Mais avez-vous l'impression que les choses se passent normalement, le traitement de ce dossier? Enfin, ça, je ne peux pas vous dire grand-chose sur ça. Hein. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur ça. Alors, Makan Konaté, dans ce studio, il est le président du collectif des patriotes. Nous savons également que Makan Konaté s'intéresse un peu de près, comme d'ailleurs tous les hommes des médias, à ces dossiers. Alors, Makan Konaté, ces dossiers, comment est-ce que vous trouvez son évolution? Est-ce que ça se traite à un rythme normal? Moi, je commence d'abord par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont disparu. Les bérets rouges, les bérets verts et la population civile. Donc je m'incline devant la mémoire de tous ces disparus. Je pense que le dossier Amadou Aya Sandaogo évolue. De son arrestation à maintenant, il y a eu plusieurs enquêtes. Le juge d'instruction était à Diago pour la découverte des cadavres des bérets rouges. Voilà. Donc, le dossier évolue. Il y a des chefs d'inculpation qui sont contre lui. Et pas lui seul, mais également certains de ses collègues qui ont tous été mis aux arrêts sous mandat de dépôt et qui attendent d'être jugés. Ça fait 1 an maintenant que, d'après les informations que nous avons reçues, l'instruction du dossier Amadou Aya Sandaogo est terminée. Maintenant, on attend son jugement. D'aucuns disent, oui, il faut aller juger Aya au niveau de la Cour pénale internationale. D'aucuns disent, il faut juger Aya au niveau de la justice malienne. Mais nous pensons très sérieusement que la justice malienne est en mesure aujourd'hui de juger Aya.
conformément à la loi. Dès lors que notre justice a été capable de juger un ancien président de la République, qui est Moussa Traoré, pour des crimes de sang, pour des crimes économiques, nous ne voyons pas de raison pourquoi la justice malienne ne peut pas juger Aya. Donc le fait de dire qu'il faut l'amener au niveau de la Cour pénale internationale, nous pensons que c'est une façon d'écorcher la justice malienne, parce qu'elle est en mesure de le faire aujourd'hui. Et nous entendons vraiment de vive voix que ce jugement-là ait lieu et que nous puissions savoir la vérité et qui a fait quoi dans cette affaire. Mais cependant, permettez-moi également d'ouvrir un autre dossier. Certes, il y a eu le dossier Aya. Il a été arrêté pour des faits. Il y a eu des gens qu'on a retrouvés morts, des bérets rouges. Mais également, il y a cet autre dossier qui devrait être ouvert, d'après les autorités. Quel est ce dossier? C'est ces bérets rouges qui ont pris les armes le 30 avril contre l'ORTM, contre l'aéroport de Bamako et contre Kati. Qu'est-ce qui a motivé alors cette intention de la part de ces bérets rouges-là? On ne le sait pas. Eux, au cours de leur action, ils ont fait des victimes civiles. Voilà, ce dossier doit être ouvert. Voilà, nous allons aborder cet aspect au cours du débat, mais pour l'instant, alors, nous allons demander à Maître Maman Aboudjé Djité. Alors, Maître, vous savez que les journalistes ont les oreilles quand même larges. Alors, les journalistes viennent de nous le dire. Il semble quand même que l'instruction est bouclée. Est-ce que vous en savez quelque chose? Bon, pas plus que ce qu'on vient de dire, mais simplement ce que moi j'aurais appris, c'est que le dossier effectivement a dépassé la phase du juge d'instruction qui a pris ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi, de transmission de pièces au niveau de la cour d'appel, devant le procureur général de la cour d'appel. C'est-à-dire en matière criminelle, je vais vous expliquer un peu le mécanisme qui se fait, c'est-à-dire que quand le juge d'instruction finit son instruction, qu'il a pris son ordonnance, il doit transmettre le dossier au niveau de la cour d'appel. Et au niveau de la cour d'appel, on a ce qu'on appelle une chambre d'accusation. Le dossier arrive au niveau du procureur général qui prend un réquisitoire. Et c'est le réquisitoire qui saisit maintenant la chambre d'accusation. Et la chambre d'accusation, c'est une autre chambre qui réexamine le dossier pour voir est-ce que le travail qui a été fait dans la juridiction inférieure, notamment devant le juge d'instruction, a été bien fait. Est-ce que les chefs d'inculpation qu'il a maintenus contre les éventuels accusés sont toujours les mêmes ou bien il va enlever certains? Alors, justement, selon certaines informations, la chambre d'accusation de la cour d'appel est en train d'examiner le dossier. Elle devra valider ou pas les conclusions de l'instruction. Alors, son verdict, paraît-il, est même attendu le 22 décembre. D'accord. Donc, vous voyez que c'est une nouvelle phase. C'est-à-dire que c'est pour cela que je dis que c'est un dossier d'instruction. Les parents des victimes avec qui je compatis sont effectivement même de savoir l'évolution d'un dossier. Mais un dossier judiciaire, monsieur le journaliste, est difficile à pouvoir appréhender. Parce que les phases d'instruction, ce sont des phases, comme on dit, des phases de recherche. Donc il y a certaines informations que le juge n'est pas en mesure de divulguer. Tout cela, c'est par rapport même aux parties civiles qui sont les victimes et par rapport même aux accusés qui ont ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et cette présomption d'innocence fait qu'aujourd'hui, ces gens sont arrêtés, ils sont en détention provisoire. Et tant qu'il n'y a pas eu un jugement qui a été rendu à leur égard et qui les condamne, on ne peut pas dire qu'ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés. En qualité d'avocat, je peux vous dire qu'il y a des accusés qui vont en cour d'assises, mais qui se ressortent avec des acquittements. Alors qu'ils ont fait au moins 3 ans de détention préventive. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent et il faudrait que la population et même les parties civiles ne soient pas étonnés qu'à l'issue d'un procès criminel, que telle ou telle personne ne soit pas condamnée. C'est pour cela que je dis qu'il faut comprendre le dossier, voir les différentes étapes et de pouvoir appréhender ce qui va se passer.
Aujourd'hui, à ce que M. Konaté a évoqué par rapport à la saisine, oui ou non, de la CPI, moi j'ai toujours dit, à chaque fois qu'on m'a donné l'occasion de le dire, j'ai dit que les juridictions maliennes sont tout à fait compétentes pour pouvoir juger de telle ou telle affaire. Voilà, Maître Djité, nous allons aborder cet aspect du débat après la pause que nous allons à présent observer. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le sujet du jour, c'est donc l'affaire des bérets rouges. Où est-ce que nous en sommes? C'est la question qui est posée. Et pour tenter d'y répondre, nous avons 3 invités. Siaka Keita, qui est de l'association des parents et époux des militaires bérets rouges assassinés. Nous avons Makan Konaté, qui est également là. Dans ce studio, il est le président du collectif des patriotes. Nous avons enfin Maître Mahaman Aboudje Djité. Il est avocat en droit privé. Alors, dites-nous, en 2013, un juge d'instruction avait été dessaisi quand même de l'affaire. Un autre avait été donc désigné à sa place. On espérait plus de diligence, mais les choses quand même ne semblent pas avoir beaucoup évolué. Alors, il y a certains quand même qui pensent que la lenteur qu'on observe, selon eux, est due au caractère délicat du dossier. Qu'est-ce que vous en pensez, Makan Konaté? C'est vrai que le dossier est délicat. Moi, je n'en disconviens pas. Le dossier du général Amadou Aya Sanoko est un dossier qui est assez délicat. Mais dès lors que l'instruction semble être terminée, le juge Karabé, que je connais bien, un camarade de lutte depuis le mouvement estudiantin, donc il a terminé son instruction. Nous pensons qu'il faut aller maintenant vers le procès. Qu'un procès se tienne. Que l'on nous dise exactement si effectivement Aya est coupable ou pas. Il est avec certains de ses camarades également. Est-ce qu'ils sont-ils coupables ou pas? S'ils le sont, qu'ils soient jugés conformément à la loi et punis conformément à la loi. Et s'ils ne le sont pas également, qu'ils soient relâchés. Il n'est pas facile pour un chef de famille en prison 1 an et demi, 2 ans. Vous êtes là, il n'y a pas de jugement. Donc, ce n'est pas que seulement les parents des victimes qui sont intéressés par ce procès, mais également, je pense que c'est toute la population malienne qui est intéressée par ce procès, que la vérité éclate. Nous voulons savoir concrètement qui a fait quoi et à quel moment. Ça c'est par rapport au dossier Aya. S'il est coupable, qu'il soit puni conformément à la loi. Ses camarades qui le suivent, qui sont en prison aujourd'hui, s'ils sont coupables, qu'ils soient punis conformément à la loi. Voilà. Maintenant, l'autre sujet, c'est qu'il n'y a pas que des bérets verts qui sont morts. Et il n'y a pas que des bérets rouges du moins qui sont morts. Mais il y a des bérets verts également qui sont morts. Voilà, à cette question, nous allons venir dans un instant. Le temps de demander... Bon, le temps... on revient. Je regrette, M. Fomba, mais quand même, le temps que vous nous accordez pour ces débats-là, c'est un temps qui est relativement très court, et alors qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais le temps est court. Mais nous allons par étapes. La question est prévue. Cet aspect, on ne va pas l'ignorer. Alors, c'est juste le temps de demander à M. Siaka Keita, de l'association des parents et épouses des militaires bérets rouges assassinés. M. Keita, alors, vous êtes pressé de voir ce procès se tenir? Bien sûr, bien sûr, nous sommes pressés. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites personnellement? Vous dites que vous n'êtes pas informé, mais est-ce que vous faites quelque chose pour être au courant de la manière dont ce dossier évolue? Nous faisons tout pour être informés, mais on n'a pas d'informations. Ça, je ne vous le mens pas. On n'a pas d'informations. Par quel canal on peut passer? Je ne sais pas. Vous vous êtes adressé à qui pour être informé, par exemple? Juste un exemple. Je prends un exemple typique. Atwadi, comment il se nomme? Allez-y, on vous comprendra. Michel Bachili, quand il était au ministère, on a essayé de le rapprocher. Nous avons tout fait. Pour ce qui concerne les dossiers là, on n'a pas d'informations. Ça, je ne vous le mens pas. Vous avez pu entrer en contact avec M. Bachili, comme vous le dites? Si, à 2 reprises. Oui.
Mais on n'a pas d'information. Vous n'avez pas d'information. Alors, nous allons donc continuer. Alors, le 16 novembre dernier, avant d'aller à cette question, je crois qu'on n'a pas écouté l'avis de Maître. Maître, la délicatesse du dossier peut être une raison de la lenteur? Oui, c'est tout à fait normal, monsieur. C'est tout à fait normal. Vous savez, nous sommes en phase d'un dossier dans lequel il n'y a pas eu un seul mort. Il y a eu la découverte, si je me rappelle bien, d'un charnier à Diago. Et pour l'expertise, ça rentre dans les prérogatives du juge d'instruction. Parce que on a supposé que des personnes ont été enlevées et qui ont été assassinées. Maintenant, le juge d'instruction, dans son pouvoir d'expertise, il est obligé de chercher à savoir est-ce que ce sont ces mêmes personnes qui ont été enlevées qui se retrouvent dans le charnier. Et on sait qu'au Mali, nous n'avons pas l'expertise en la matière. J'aurais appris, je ne sais pas si c'est confirmé, qu'il y a eu des tests qui ont été prélevés et qui ont été même envoyés dans des pays européens pour qu'on puisse confronter effectivement l'identité de ceux qui ont été retrouvés par rapport à ce que les parties civiles réclamaient, notamment des parents qui avaient été enlevés, qui n'avaient plus de nouvelles. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes en face d'un dossier dans lequel il y a beaucoup d'ennemis, comme on appelle des variantes qui ne sont pas connues. Il faut d'abord identifier les personnes qui sont effectivement disparues, faire le lien avec ceux qui ont été enlevés et savoir si effectivement les personnes qui supposaient qu'ils les ont enlevés sont les personnes qui les ont effectivement tués. Donc tout ça, c'est le travail que le juge est obligé de faire avant de clôturer un dossier. Donc, par rapport à la transmission du dossier au niveau de la chambre d'accusation et par rapport au jugement, comme je le dis, la détention provisoire peut durer 3 ans. Donc, si c'est par rapport aux délais légaux, nous sommes dans les délais. Maintenant, moi, je pense que le juge déjà a fait un boulot extraordinaire parce que nous sommes déjà au niveau de la phase où le dossier a été transmis devant le procureur général et qui a même transmis le dossier à la chambre d'accusation. Donc on peut aujourd'hui dire qu'aujourd'hui, le dossier est pratiquement clôturé. Maintenant, il va rester la phase de jugement. Quand le dossier est renvoyé devant la chambre d'accusation va voir si oui ou non telle ou telle personne, pour les faits qui lui sont reprochés, sont effectivement poursuivables. Et là, il renvoie devant la chambre de jugement. Et c'est au moment-là que le jugement va être fait publiquement. Mais toute cette phase-là, je suis d'accord avec M. Keïta, il est partie civile, il est victime, qu'il n'ait pas d'informations, c'est un peu frustrant. Mais par rapport à tel dossier, il est normal que le juge qui est en train d'instruire ce dossier ne peut pas divulguer ces informations. Parce que la phase d'instruction, c'est la phase où le juge d'instruction est obligé de garder. Et c'est simplement les avocats. Je pense qu'ils ont des avocats qui sont dans le dossier. Ce sont ces avocats qui sont à même de pouvoir savoir à tel niveau on est par rapport à l'instruction. Et même l'avocat, il y a certaines pièces du dossier auxquelles il n'a pas accès. Mais M. Keïta, votre avocat vous informe quand même. Et vos avocats, ça c'est l'Amnesty, AMDH, FDI. Bon. Par rapport au dossier, on n'a pas d'informations, c'est ce que je vous dis. Et je le répète, on n'a pas d'informations sur le dossier. Alors, je le disais, le 16 novembre dernier, un pôle d'avocats assurant la défense d'Amadou Aya Sanogo a adressé une lettre au président de la République. Ces avocats parlent de manque de justice et d'équité dans le traitement du dossier, estimant qu'il est anormal qu'Amadou Aya Sanogo et ses camarades soient incarcérés alors que, par exemple, le colonel Abdin Guindo, chef des Bérets Rouges, au moment de la tentative de contre-coup d'État et ses compagnons soient en liberté. On explique que leur mandat de dépôt n'a pas été renouvelé à temps. Alors, Makam Konaté, je crois que la question est là. Cette lettre vient donc des avocats d'Aya Sanogo. Ils se plaignent, ils disent que c'est comme s'il y avait 2 poids 2 mesures. En fait, vos impressions? On peut l'imaginer comme ça. Et moi, je plains aujourd'hui le comportement de nos hommes de droit, nos avocats, l'AMDH, Amnesty International. Certes, c'est vrai, il y a eu le cas Aya, il y a eu des arrestations, tout le monde a applaudi,
la justice est en marche. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ces bérets rouges qui ont pris les armes, pourquoi? Pourquoi avoir pris les armes contre l'ORTM, contre l'aéroport du Mali? C'est des points qui sont stratégiques, qui font appel à la souveraineté de l'État du Mali. L'aéroport du Mali, l'ORTM, et ensuite Kati. Et avec mort de bérets verts et de la population civile. Aujourd'hui, aucune enquête sérieuse, si je peux me permettre, parce que nous n'avons aucune information là-dessus, n'a été ouverte par rapport à ceux-là qui ont décidé d'agir comme ça. Si d'autres se trouvent en prison, il est normal qu'effectivement, de l'autre côté, qu'il y ait également des investigations. Et s'il y a lieu de mettre les gens en prison sous mandat de dépôt, que cela se fasse. Mais ça ne se fait pas. Donc, je pense sincèrement qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Ce que je voudrais ajouter également, c'est que les associations de défense des droits de l'homme, il ne faut pas que ces associations-là se confinent uniquement à enfoncer le dossier Aya et tout en essayant d'oublier le cas de ces bérets rouges-là. Alors que vous, maître, vous êtes un homme de droit. C'est votre devoir aujourd'hui, en tant qu'avocat. Vous dites que vous ne soutenez aucune des 2 parties. Aujourd'hui, vous devez parler. Vous devez dire effectivement qu'une enquête doit être ouverte par rapport à ce cas de ces bérets rouges-là qui ont agi contre le Mali. Vous devez le dire. Et vous devez le dénoncer. Et vous devez demander également à ce que justice soit faite, mais vous ne le faites pas. On ne fait que parler du dossier de Aya. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas dans le comportement de nos hommes de droit. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de réconciliation nationale. Le président de la République l'a dit. 153 de nos militaires ont été égorgés à Egolok par des djihadistes, des terroristes, par le MNLA. Pour le dire, c'est le MNLA qui a commis ces crimes-là. Aujourd'hui, pardon a été fait à ces gens-là. Nos femmes, nos enfants ont été violés, les mains coupées, les pieds coupés à Kidal. On leur a accordé le pardon, n'est-ce pas? Des mandats d'arrêt internationaux ont été émis, maître, je vous prends comme témoin, ont été émis contre ces criminels-là et ces mandats d'arrêt internationaux ont été levés dans le cadre de la réconciliation nationale. Et si on veut vraiment qu'il y ait réconciliation nationale, il faut qu'il y ait une réconciliation nationale totale. Aujourd'hui, il n'y a pas que des bérets rouges qui se trouvent en prison, il y a des bérets verts, il y a des bérets rouges qui sont en prison. Le lieutenant Ouattara est là, au niveau du camp 1, avec certains de ses camarades. Il y a des bérets rouges et des bérets verts qui sont en prison. Et si c'est au nom de la réconciliation nationale, nous voulons une armée forte, réconciliée. Pourquoi ne pas, au nom de la réconciliation nationale, élargir tous ceux qui sont en prison aujourd'hui? On peut le faire, bérets rouges et bérets verts. C'est possible dans le cadre de la réconciliation nationale. Studio Tamani, 18h45, dans moins de 2 minutes, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. L'affaire des bérets rouges, c'est d'elle que nous parlons dans le grand dialogue de ce mardi. Pour ce faire, nous avons 3 invités. Siaka Keita de l'association des parents et époux des militaires bérets rouges assassinés. Makan Konaté, qui est le président du collectif des patriotes, et Maître Maman Aboudjé Jitei, il est avocat en droit privé. Alors, Maître, dites-nous dans la lettre quand même que le pool d'avocats qui assure la défense d'Amadou Aya a adressé au président, il est dit là-dedans que plus d'une trentaine de personnes ont été tuées par les balles des éléments des bérets rouges sous la direction d'Abdine Guino. Le pôle d'avocats dit ne pas comprendre pourquoi ce dossier n'est toujours pas sur la table de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako. Qu'en pensez-vous? C'est tout à fait normal de leur part. Je pense que nous sommes dans l'optique où chacune des parties essaie de faire bouger les lignes de son côté. Mais moi, je veux relativiser tout ça. Je dis, pour moi, il n'y a pas de dossier béret vert, il n'y a pas de dossier béret rouge. C'est des dossiers criminels. Est-ce que telle ou telle personne a commis un acte répréhensible vis-à-vis de la loi? Monsieur Amadou Aya Sanogo a-t-il commis un acte répréhensible?
M. Abdil Guino a-t-il commis un acte répréhensible? Les dossiers sont devant les juridictions nationales. On les traite comme cela. Mais il ne faut pas que nous-mêmes nous rentrons dans ce jeu de béret rouge et de béret vert. C'est là où on est en train de créer ce qu'on appelle une transgression. On est en train d'étirer les lignes. Il faut qu'on sache que il y a eu des actes qui ont été commis. Donc vous voulez dire que c'est un problème, une affaire qui concerne et les bérets rouges et les bérets verts. Tous ceux qui auraient commis des crimes, c'est cela. Qui ont commis des actes. C'est tout simplement cela. Je pense qu'il y a des dossiers qui ont été ouverts par nos juridictions. Il y a des plaintes qui ont été formulées par les victimes. Et ce sont ces victimes-là qui ont porté plainte contre les intéressés. Ils n'ont pas porté plainte contre tel béret vert ou bien tel béret rouge. Ils ont porté plainte contre une personne. C'est comme ça qu'il faut voir le dossier et ne pas voir la question de béret vert, béret rouge. Sinon, on va encore créer une fronde. C'est ce qu'on est en train de faire. On va transgresser les lignes et ça va arriver à un moment où il n'y aura plus cette cohésion que l'on cherche pour ce pays-là. Je dis qu'il y a des dossiers judiciaires. Des plaintes ont été formulées par chacune des parties par rapport à des faits qui se sont passés à un moment bien déterminé. Maintenant, chacune de ces parties va répondre par rapport aux actes qu'il aurait commis. Mais simplement, ce que je tiendrais à dire, je comprends bien la position de Makan Konaté. La justice, ce n'est pas le bon vouloir de chacun. Quand il y a eu un dossier qui a été déposé devant une table, le juge pose des actes. Si le juge d'instruction, au moment des faits, n'a pas pu renouveler le mandat de telle personne, c'est une faute. De la part d'eux? C'est la faute du juge. C'était aux avocats de l'autre partie de soulever ce problème-là et de dire que vous n'avez pas renouvelé tel mandat et la personne est sortie de prison. Si dans l'autre cas, on a renouvelé le mandat et l'œuvre, il arrive des cas aujourd'hui de détention provisoire dans lesquels il y a des inculpés ou bien des accusés qui sont détenus illégalement. Nous faisons le lobbying souvent par rapport à ces incarcérations illégales dans lesquelles les gens sont illégalement détenus, dans lesquels les juges d'instruction ont oublié de renouveler le mandat, mais ils sont sous mandat de dépôt. Ça aussi, ce sont des cas aussi. Et ce sont le travail des associations de droits de l'homme. Les associations qui doivent lutter contre ces illégalités. C'est pour cela que nous disons tout le temps, quand quelqu'un est détenu illégalement, c'est le travail de l'avocat en charge du dossier de pouvoir dénoncer cet état de fait-là. Nous avons, dans le cadre de notre association des jeunes avocats du Mali, nous avons fait le tour de la prison de Bamako. Il y avait au moins 40 personnes qui étaient détenues tout simplement parce que le mandat de dépôt n'avait pas été renouvelé. Mais c'est au régisseur de la prison d'avertir le procureur en question et de dire « telle personne est chez moi, il est détenu illégalement ». Mais le régisseur, ayant peur peut-être de son supérieur hiérarchique, ne l'a pas fait. Et nous avons pris notre bic, on a fait écrit, on a saisi les différents procureurs, les différents juges d'instruction pour dire « telle personne est détenue illégalement, libérez-le ». Et cette personne a, comme ça, bénéficié de la liberté. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais je dis simplement que lorsque vous êtes saisi d'un dossier, il faut être courageux. Poser des actes dans le dossier, allez-y jusqu'au fond. Moi, je vous saisis. Monsieur qui t'avait réagi je vous saisis, en tant que citoyen malien. Je vous saisis. Il y a eu des violations de droits de l'homme. Il y a eu des morts le 30 avril. Les bérets rouges ont attaqué l'aéroport du Mali, les bérets rouges ont attaqué le RTM, les bérets rouges ont attaqué Kati. Il y a eu des morts de bérets verts et il y a eu des morts civils. Donc, moi, je vous saisis en tant que citoyen. Ce dossier-là n'est pas ouvert. Vous appartenez à une association, alors faites votre travail. Je vous demande. Merci. Ok, vous allez nous saisir officiellement et on va faire le travail. Je vous saisis en tant que citoyen. Alors nous allons. Je suis citoyen malien. Je vous saisis. Je vous mets la puce à l'oreille. Si vous n'êtes pas au courant, moi je vous informe. J'espère que le journaliste et le juriste sont compris. Nous allons passer à une autre question. Alors, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, Makan Konaté. Alors monsieur Keita, allez-y. Par rapport à ça, je voudrais poser une question à ces deux avocats-là. Allez-y. Qui est béret rouge, qui est béret vert? Qui me disent
qui est béret rouge, qui est béret vert sur cette table-là ici. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de béret rouge, il n'y a pas de béret vert. J'ai servi les 2 corps. J'ai été recruté dans l'armée malienne, soldat de 2e classe, armée de terre. Après ma formation commune de base, 6 mois, ils ont fait appel aux éléments de commando parachutiste. À l'époque, il n'y avait pas de béret rouge, il n'y avait pas de béret vert. Tout le monde, toute l'armée était béret vert à l'époque. Ils ont fait les tests. Les éléments qui peuvent évoluer chez eux, on nous a amenés chez eux. Mais quelques années plus tard, il y a eu béret rouge, béret vert. Mais sur cette table-là, il n'y a pas de béret rouge, béret vert. Tous ces éléments-là, ils ont le même père, même mère. On devient béret vert d'abord avant d'être béret rouge. Une fois que tu, au cas de blessure ou bien autre maladie, tu retournes béret vert jusqu'à la retraite. Donc, c'est les noms béret rouge, béret vert qu'on laisse tomber ça là. Vous voulez dire que ce sont les mêmes? Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ça, c'est un. Du 2, on n'est pas là pour le béret rouge ou béret vert ici. On est là pour le crime. Moi, personnellement, je prends un exemple typique. Je connais des éléments parmi nous. On est parti chez eux à 2h du matin. Enlever le père, les 2 fils. On les a amenés à Kati. Le lendemain, on a relâché les 2 éléments là. Et l'autre là est resté. Le 3e jour, dans la nuit du 2 au 3, on les a enlevés pour les exécuter. Ça, c'est un cas frappant. Ils n'étaient pas sur le terrain, ils étaient chez eux. J'ai vu, moi, personnellement, j'ai vu mon enfant à la télé, soit disant que c'est des mercenaires étrangers qui sont rentrés au Mali. Je suis venu, je me suis présenté devant Seba Traoré, à Kati. Ce jour-là, il ne voulait pas me recevoir. Mais j'ai insisté, il m'a dit que ton enfant est là, qu'il soit mercenaire ou pas, tu ne le verras pas. J'ai dit que je ne suis pas venu pour voir mon enfant. Seulement, j'ai vu mon enfant à la télé, soi-disant des mercenaires. 72 heures après, si on les enlève pour les exécuter, ça c'est un crime qui est là. Il n'y a pas de béret rouge ou béret vert. Il n'y a pas de béret rouge ou béret vert. On laisse le mot béret rouge ou béret vert, ils sont tous de même père, même mère. On est béret vert d'abord avant d'être béret rouge. Je pense que cela est compris aussi bien dans ce studio que par nos auditeurs. Alors, on va quand même dire un mot de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. On semble croire qu'elle va contribuer à réconcilier les Maliens qui se sont à un moment donné, à un moment ou à un autre, se sont retrouvés donc opposés. Alors, devrait-elle prendre en charge des dossiers comme cette affaire que nous sommes en train d'évoquer au centre de laquelle se trouve Amadou Aya Sanogo? La réponse de Makan Konaté. Bon, si vous permettez, je voudrais juste un peu rebondir sur les propos de mon père, parce que je comprends un peu sa compassion. C'est normal. Quand ton père a un fils dans une situation comme celle-là, ça fait très mal. Donc, c'est ce qu'il a dit. On est là pour parler de crime. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Je le comprends. Je veux que la justice malienne, j'ai totalement confiance à cette justice-là, qu'elle fasse son travail. Vraiment. Qu'elle fasse justice pour qu'au moins les parents de ces victimes-là puissent savoir un jour la vérité. C'est normal, mon père, vous avez votre droit, c'est votre droit de réclamer à ce que justice soit faite. Certes, c'est normal. Mais ce que moi je demande également, en tant que citoyen, je veux que de l'autre côté, ceux qui ont pris les armes contre l'ORTM, contre l'aéroport et contre Kati, et qui ont fait également des morts, et je voudrais également que ces gens-là également soient jugés, parce qu'ils appartiennent à des familles. Ils appartiennent à des corporations qui aient une justice par rapport à ça, mais jamais on n'en parle pas, on n'ouvre aucun dossier là-dessus. Donc c'est ce qui me dérange. Oui. Et je veux que vraiment la justice fasse son travail à ces 2 niveaux-là. Maintenant, pour parler de la commission dialogue vérité et réconciliation, vraiment, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président à la maison de la presse ici. Je lui ai demandé vraiment de prendre en charge ce dossier. Nous sommes dans une logique de réconciliation. Il y a des bérets rouges qui sont morts.
Une justice est en cours. Il y a des bérets verts qui sont morts. Une justice va être en cours, je le pense, avec la bénédiction des maîtres. Il y a des civils également qui sont morts. Donc, si nous devons parler de réconciliation, mon père, on a tué 153 de nos militaires. On les a égorgés à Aguelok. Ces gens-là, ceux qui ont commis ces crimes ont été pardonnés. On a violé nos femmes, on a coupé des mains, on a coupé des pieds. Ceux qui ont commis ces crimes ont été pardonnés. Il y a des mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis contre ces criminels que l'État a par la suite enlevé, laissé tomber. Donc tout ça au nom de la réconciliation nationale. Et si tel est le cas, si nous voulons vraiment nous engager dans une logique de réconciliation nationale, nous demandons à la Commission de travailler à ce que Béret Rouge et Béret Vert, qui se trouvent aujourd'hui en prison, soient relâchés au nom de la réconciliation nationale. Alors, maître, dites-nous, pensez-vous qu'il soit logique que la Commission prenne en charge un dossier aussi sensible que celui-là? Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Je ne pense pas que ce soit un dossier qui peut rentrer dans le cadre de la commission. Simplement, je pense que les juridictions, les autorités ou bien les autorités judiciaires se sont saisies d'un dossier. Maintenant, si par rapport à la tranquillité, par rapport à l'apaisement social, par rapport à la réconciliation, par rapport à la justice, parce que comme on l'a dit, la commission quand même, c'est une commission justice, vérité, réconciliation. Mais il faut quand même qu'on sache qu'un dossier est arrivé jusqu'à une phase de jugement. Est-ce qu'il est encore possible de retirer ce dossier à la justice? C'est là où je dis qu'il y a un pas dans lequel l'exécutif et le judiciaire, il ne faut pas qu'on mélange les pieds. Parce que tantôt, on essaie de politiser le dossier. Et c'est ce qui amène tout cela. Quand on politise un dossier, ça échappe au judiciaire. Maintenant, si dans le cadre de la réconciliation nationale et de la réconciliation de cœur entre ces deux corps qui sont d'une même armée, on veuille maintenant mettre ce dossier-là, je pense que oui, la commission pourra se saisir alors de ce dossier et demander aux autorités judiciaires de mettre un frein. Et cela pourra peut-être apaiser les cœurs de ceux qui sentent lésés maintenant par rapport à ces infractions. Siaga Keita, qui est de l'association des parents et époux des militaires Béret Rouge assassinés. Et par rapport à ce que mon collègue vient de dire, vraiment, je suis hors de ça là. Je suis hors de ça. Cette question de commission. Oh, oui. Il y a la commission vérité et réconciliation. Ça, c'est après le jugement. Sans le jugement, il n'y a pas de réconciliation. Sans le jugement, il n'y a pas de réconciliation. Par rapport à ce que Konaté vient de dire, ça, je ne peux pas toucher à ça là, parce que ça, c'est purement à un niveau auquel je n'ai pas de mots à placer. On a relâché un tel, parce qu'il a commis tel crime au nord là-bas. Ça, c'est à l'échelon supérieur. Entre eux, les magistrats, les avocats, et ils peuvent toucher ce point-là. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de mots à placer sur ça. Mais ce que je peux dire, il ne peut jamais y avoir une réconciliation dans ce pays-là tant que ce jugement-là n'aura pas lieu. Ça, je vous le dis. Donc la vérité avant la vérité, réconciliation. Non, le jugement avant oui, le jugement, c'est pour que la vérité triomphe. Voilà. Exactement, avant la réconciliation. Alors, c'est sur ces propos que s'achève donc notre émission. Je rappelle que le sujet du jour, c'était l'affaire des Bérets Rouges, l'affaire Aya Sanogo, qui est donc arrêté avec beaucoup de ses compagnons depuis maintenant 2 ans. Alors, je rappelle que pour parler de ce sujet, qui n'est pas aussi simple que cela, nous avions 3 invités. Siaka Keita, qui est l'association des parents et époux des militaires Bérets Rouges assassinés. Makan Konaté, le président du collectif des patriotes, était également là. Enfin, Maître Mahaman Aboudjé Jité, il est avocat en droit privé. Il a pris part donc à ce débat. Il reste donc à dire à ces 3 merci. Je rappelle que l'émission a été réalisée par Ousmane Djadjet Touré. Régie vidéo, nous avons Petit Ndiara à la technique de la mise en onde.
Et nous avons le jeune Kansai. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. On va donc se retrouver demain pour un autre sujet. Au revoir. Le Grand Dialogue. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Maundi. Shenibiri. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.